Je suis la fille de Denise Roduit-Skowronski et mon papa s'appelait, parce que tous les deux sont décédés, Ignace Skowronski. Et de la famille de ma maman, donc elle avait deux frères, Armand et Marcely. Et moi je me souviens d'Armand, surtout dans les gares de Saillon. Donc mon papa était donc polonais, il vivait en Pologne et il avait une famille en Pologne juste avant la guerre, donc il avait une femme et deux filles. Et quand la guerre s'est déclarée, 39-45, les Polonais ont été tout de suite pris, en bout de 15 jours, la guerre était finie pour les Polonais. Et mon père a été pris du côté russe. Il n'a pas été pris par les Allemands, mais il a été pris du côté russe. Et ce qu'il a fait, c'est que, d'après ce qu'il m'a raconté, mon souvenir, bien sûr, qui doit être peut-être un peu enjolivé, c'est que quand il a été fait prisonnier par les Russes, il a jeté, pas ses papiers, pas sa carte d'identité, parce que ça s'était mis un papier, il a jeté je ne sais pas comment on appelle ça, la poche du revolver, sans le revolver. Voilà, il a tout jeté ça sur un tas, parce qu'ils se sont fait prisonniers, et après il a pu s'évader. Il s'est évadé des camps russes, il a traversé, donc il était en Pologne, il s'est évadé, il a commencé sa fuite à pied, il a été jusqu'en Hongrie, où il était clandestin en Hongrie, et ça il était avec son frère aussi, et il faisait du marché noir en Hongrie pour pouvoir survivre. Et une anecdote qu'il m'a racontée, c'est qu'un jour, c'est comme dans la traversée de Paris avec Gabin, là, janvier. Mon père, dans des valises, ils avaient de la viande. Et ils faisaient du porte-à-porte pour vivre, pour vendre, quoi. Et un jour, ils se sont retrouvés dans un immeuble et il y a une dame qui leur a ouvert. Elle leur a dit, mais vous savez où vous êtes là exactement? Et puis mon père a dit non, et vous êtes dans l'immeuble de la Gestapo. Donc voilà. Donc ils sont partis. Par contre, ils se sont fait faire prisonniers en Hongrie. Donc ils ont été, ce qu'ils appelaient, c'était avec son frère, ils ont été dans ce qu'il appelait, parce qu'il avait encore un fort accent polonais, mon papa, la citadelle. Et là, il a eu une chance énorme, parce qu'il s'est trouvé avec un Hongrois qui l'ont laissé partir. Donc il s'est évadé. Et de la Hongrie jusqu'en France, il est venu à pied. Voilà, pour rejoindre l'armée française, pour lequel il s'est battu avec l'armée française. Donc, c'était en 1940. Voilà. En Pologne, il était déserteur. Oui. À partir du moment où il n'a pas voulu combattre avec les Russes, ni avec les Allemands, voilà, mais bon, il était pris du côté russe, eh bien, il était considéré comme déserteur en Pologne. Donc il s'est engagé dans l'armée française, où il a combattu, et il a eu, je suis très fière de ça, il a eu une citation, donc avec la croix qu'ils appellent l'ordre du régiment, sous-officier d'un courage remarquable et particulièrement distingué le 1er juin 1940 à Frévillers, où avec sa section il a réussi à mettre hors de combat 2 mitrailleuses lourdes ennemies. Voilà. Et à la suite, alors après, je pense que c'est là, dans les années suivantes, où il a été accueilli à Saillon dans les camps d'internement polonais, où ils ont commencé les Polonais défrichaient, ils me disaient qu'ils avaient défriché, surtout il avait commencé à planter des champs de fraises. D'abord il était sous-officier, donc quand il me racontait, il me disait moi je dirigeais. Hein, voilà, donc il en a un extrêmement bon souvenir, il dirigeait son équipe, là, sa troupe, enfin bon, ses compagnons de travail, mais lui il dirigeait. Puis c'est là que, donc à Saillon, il a rencontré ma maman. Il a vu une charmante jeune femme à un balcon et il a trouvé le prétexte de lui demander de lui apprendre le français.
Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et ce qui est quand même admirable, hein, c'est qu'ils avaient 11 ans de différence. J'ai un petit peu fait le calcul. Ma maman, quand elle est venue le rejoindre, donc après, à Genève, ma maman avait 27 ans et lui, il en avait quand même 38. Hein. Et ma mère a quitté son saillon pour rejoindre un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, quoi. En 1946, quand ma mère est venue le rejoindre, 39-45, en 46, mon père ne pouvait pas rester en Suisse. Donc ils sont partis s'installer en France. Lille, ils voulaient partir en Argentine, enfin, voilà. Et puis pour finir, ils ont atterri dans la région parisienne. Mais le drame de la vie de mon papa, c'est qu'il a laissé une femme et 2 enfants en Pologne. Et que jusqu'à donc dans les années où il y a eu l'ouverture entre le pays de l'Est et l'Ouest, il ne pouvait pas y retourner. Et il n'a jamais pu retourner parce que sinon il était considéré comme naturellement déserteur de l'armée, pas de l'armée polonaise puisqu'il n'y en avait plus, mais du côté russe, quoi. Donc c'était clic, il aurait été fusillé. Donc il n'a jamais pu retourner dans son pays. Et mon oncle est retourné justement, donc son frère est retourné en Pologne que dans les années, après les années 84. Là. Ah bah Saillon, ça restait Saillon hein, pour elle. C'était son village, hein, Saillon. D'abord, ma mère, jusqu'à sa mort, elle a gardé son accent valaisan. Ah oui, ah ouais. Je vous assure. Et puis Saillon, bah, ça restait Saillon. Hein. C'était ça. Ah ouais. C'était son Saillon. Donc quand j'étais enfant, j'avais un peu l'idée que la famille de mon papa, c'était une famille de paysans de la plaine, puis que la famille de ma maman, c'était plutôt des bourgeois du bourg. Et puis j'ai toujours senti un petit peu ça comme ça. Et ça n'avait rien à voir avec des questions d'argent ou de niveau financier, mais ça avait quelque chose à voir comme, par rapport à une ouverture au monde. La famille de mon papa était donc de la plaine et j'ai senti qu'ils étaient très attachés à la terre. Par exemple, une des très belles photos que j'ai, une des premières photos que j'ai, c'est une photo où je me trouve bébé dans les bras de mon papa, avec mon grand-papa et avec le mulet de mon grand-papa. Alors pour moi, ça voulait dire des paysans attachés à la plaine. Je crois que c'était un peu les dernières années, ça devait être j'étais bébé, donc au début des années 60, où mon papa, il travaillait avec son père, ils avaient encore un petit peu de bétail et ils avaient un mulet. Moi, je n'ai pas de souvenir du bétail que la famille de mon papa avait. Par contre, j'ai cette photo du mulet et j'en reste très attaché. Donc mon papa s'appelait Marc Luisier et mon grand-papa Martin Luisier. C'était les Luisier du canal. Tandis que j'avais une perception quand j'étais enfant et adolescent, maintenant je mets des nuances, que la famille de ma maman c'était tout à fait différent. Non pas qu'ils étaient plus riches, au contraire peut-être, mais ils étaient un peu les bourgeois du bourg. J'avais une grand-maman qui s'appelait Germaine Thur, qui était une personnalité assez extraordinaire, une culture et une ouverture sur le monde fantastique. Elle habitait d'ailleurs au milieu du bourg, et puis on allait souvent la voir. Alors je parlerai tout à l'heure de ces étapes, hein. Monter pour nous qui habitions en plaine, monter au bourg, c'était quelque chose d'assez intéressant, c'était vital pour nous. Puis après on montait plus haut, et puis on allait à l'église, et ça a été vital pour moi par rapport à ma vocation de devenir prêtre. Et puis tout en haut, il y avait ce château mystérieux, moitié détruit, avec cette tour qui était campée au sommet de la colline. Et ça a vraiment structuré mon enfance, pas seulement la vie de mon enfance, mais aussi la façon de comprendre le monde. Être dans la plaine, monter au bourg, monter à l'église, et puis voir ce château, cette tour où on allait assez peu souvent, moi si j'y réfléchis,
Au sommet de la tour, j'ai peut-être été pas plus d'une dizaine de fois, et pourtant ça fait partie de mon patrimoine. C'était quelque chose d'un petit peu mystérieux dans ma vie. Alors maintenant, je peux parler un petit peu de la famille de ma maman. Donc, ma maman, elle était fille de Germaine Ture et de Fernand Ture, que ma maman a à peine connu parce qu'il est décédé, son père est décédé en 1942, je crois. Et donc, ma maman avait juste 6 ans, elle n'avait que des souvenirs assez vagues de son papa. Par contre, ma grand-mère, qui était donc veuve très jeune avec 5 enfants, c'était une forte femme qui a beaucoup lutté dans sa vie et puis qui a lutté avec une ouverture d'esprit assez incroyable. Peut-être parce qu'elle était pauvre, avec relativement peu de moyens comme veuve, elle a assez rapidement envoyé ses enfants ailleurs, dans des pensionnats et tout ça, puis ça a contribué à élargir leur état d'esprit. Puis l'état d'esprit de cette famille, c'est une famille qui connaissait des gens un peu partout, qui avaient vraiment relativement beaucoup plus voyagé que la famille de mon papa et qui avait une ouverture au monde plus grande. Le souvenir que j'ai de ma grand-maman, c'est qu'elle me racontait un petit peu les voyages, les amis qu'elle avait un petit peu partout. Et puis surtout, quand j'allais chez elle, la passion des mots croisés, qui montrait une femme qui était très douée. Elle connaissait des mots incroyables. En tout cas, moi, comme enfant, j'avais l'impression qu'elle avait une certaine culture. Je ne pense pas qu'elle ait fait plus d'études que beaucoup assaillants, mais elle avait une ouverture d'esprit puis une certaine culture qu'elle avait acquise de façon un peu autodidacte. Et aller chez ma grand-maman, pour moi, c'était un point fort, parce que c'était rejoindre le bourg, rejoindre aussi toute la famille du bourg, avec les tantes, avec les grands-tantes et tout ce milieu qui tournait autour du bourg. Et pour moi, c'était assez vital au temps de ma petite enfance. Alors pourquoi on allait au bourg? D'abord pour voir la grand-mère, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite pour l'école, là je pourrais aussi en parler. Puis ensuite pour les achats. Moi je me rappelle qu'on allait acheter le lait. C'était à une époque où il y avait une laiterie au quartier des Bourneaux. Une laiterie qui était tenue par Marcel Chatrian. Et puis, je me rappelle qu'on montait avec le petit bidon en laiton, acheter le lait chez Marcel Chatrian. Je crois qu'on avait aussi un carnet, et puis on écrivait dessus, Marcel Chatrian écrivait à crédit ce qu'on prenait comme lait. Puis après, il fallait redescendre, et le gros souci, c'était de redescendre sans renverser le lait. J'ai quand même 2 ou 3 souvenirs où j'étais tombé sur la route, et puis que le lait s'était répandu sur la route, et ça, c'était des souvenirs bizarres qui se marquent comme si c'était une tragédie de la vie. Puis ensuite on allait aux achats en commission chez notre grand-tante qui avait un magasin au milieu du bourg, Angèle Ribordi-Reduit, qui était une sœur de ma grand-mère. Et puis là c'était plutôt de bons souvenirs parce que la grand-tante donnait des bonbons et puis je me rappelle qu'on se cachait derrière les rayons. On avait l'impression que ce magasin était immense mais en fait il était tout petit. En 50 ans, entre 1950 et 2000, l'agriculture a connu un développement extraordinaire, soit dans les méthodes de culture, soit dans les variétés, où on a eu un développement beaucoup plus rapide que pendant des siècles auparavant. On est parti avec, par exemple, pour le traitement des arbres, on est parti avec la boyado, la brante à sulfater, ensuite les petits moteurs pour arriver au turbo. Naturellement que toutes ces productions ne viennent pas sans autre. On a eu beaucoup de problèmes pour les luttes antiparasitaires, des problèmes d'irrigation, des problèmes de lutte contre le gel. Et toujours, mon père a été dans les précurseurs, il a participé avec les premiers artisans de la région pour fabriquer la fameuse chaufferette Sarva, surtout en collaboration avec le domaine de la Sarva. Et nous avions eu des périodes de gel très graves, par exemple au mois d'avril 1957, nous avons allumé 21 soirs les chaufferettes, dont 16 soirs d'affilée.
Et le lendemain, on était encore tout imbibé de mazout. On devait encore remplir les chaufferettes pour la nuit suivante. J'ai parlé d'irrigation. À l'époque, mon père avait vu à l'étranger, il était curieux de tout, et il avait vu que les rendements étaient bien supérieurs lorsque les vignobles étaient arrosés ou les cultures étaient arrosées. Et il a mis en route l'irrigation du coteau de Saillon. Il était président à cette époque et il a été secondé par un très bon comité de concertage pour mettre au point vraiment ce système d'arrosage des vignes. Et il a beaucoup œuvré dans ce sens, du fait que pour avoir la décision, il fallait avoir la majorité des surfaces et la majorité des propriétaires. Comme il était représentant, il connaissait pas mal de monde à l'étranger. Il a été trouvé les deux torrentiers à Sion, les tissières à Martigny, et tout de suite il a eu la majorité des surfaces, parce que ces gens avaient pas mal de surfaces à Saillon. Une petite histoire entre deux, à propos de tissières. Et les gens étaient étonnés que papa soit occupé avec autant de passion et d'intérêt du vignoble, alors que nous n'avions pas de vigne. On avait eu une vigne, mais malheureusement, une année, il n'avait pas pu payer les intérêts, et la banque tissière nous a saisi la vigne. C'était vraiment très regrettable. Et du reste, on raconte qu'un bon propriétaire de Saillon avait un honneur à cœur d'aller toutes les années payer les intérêts à Martigny. Et quand il allait à Saxon prendre son billet, il disait tissière et retour, mais pas Martigny et retour. Durant ces nuits de lutte contre le gel, on s'entraidait entre propriétaires, on se téléphonait pour dire contrôler le développement de la situation. Alors on avait des thermomètres dans plusieurs endroits. Je me souviens qu'un voisin qui avait un grand champ d'abricotier à côté de notre propriété arrivait avec son gros vélo militaire, parce qu'il fonctionnait comme facteur à Saillon. Il était voir son verger, et puis comme à l'époque il n'avait même pas de lampe de poche, il a allumé une allumette sur le thermomètre. Et puis il a dit « Hubert, ici chez moi, ça risque rien, il y a plus 5 ». Au sujet de la bourgeoisie, on pourrait dire que pendant la guerre, on a eu un camp d'internés polonais et qui avait construit des baraquements. On a dans le quartier des Grands Épinets, à Saillon, c'est le grand territoire entre les deux rideaux d'abri sur la route de Fuy. Ils avaient construit une série de baraquements pour loger des ouvriers, et ils ont travaillé pendant plusieurs mois, une année ou deux peut-être, à l'assainissement de toute la région. Ils ont comblé les bas-fonds, nivelé, tiré les plans pour les chemins, et c'est mon père qui était président à ce moment-là. On a fait le lotissement de toutes ces parcelles-là. Et la bourgeoisie a attribué à tous les bourgeois une portion à un prix un prix de revient, disons, du coût d'aménagement. Ça, c'était, disons, bien fait pour les agriculteurs de Saillon. Ayant de profondes racines paysannes, j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans mon village. Je me suis beaucoup impliqué dans toutes les sociétés. À commencer au temps de la jeunesse avec la GRC, où on montait des théâtres, on faisait des réunions d'études, vraiment pour apprendre à vivre, apprendre la foi. Et par la suite, nous avons vécu tous les changements qu'il y a eu dans l'Église après le synode 72. Nous avions le brave curé Follonier qui nous a dit « Il faut former un conseil pastoral
mais vous faites le boulot. Moi, je vous soutiens dans tout ce que vous faites, mais vous devez organiser. Alors, je crois que j'ai été le premier président du conseil pastoral de Saillant, et on a mis en route, nous avons fait des, comme c'est un peu organisé depuis, des commissions, commission de la jeunesse, commission de la liturgie. Enfin, nous avons vraiment tout mis en route pour que la paroisse fonctionne bien. Et j'ai été beaucoup engagé avec mon épouse par la suite dans l'Action catholique générale des foyers. Comme responsable, nous avons eu jusqu'à 2 ou 3 groupes de foyers à Saillant. On travaillait tout l'hiver sur des thèmes différents. Et on a même été responsable du point de vue cantonal pendant 11 ans. Et à l'époque, il fallait vraiment s'engager et faire un effort. Par exemple, je crois que j'ai été un des premiers lecteurs à l'église. Ce n'était pas évident pour nous. Et j'ai quand même assumé cette fonction pendant 42 ans. Et dans toutes ces sociétés, comme j'ai eu la chance d'avoir fait l'école de commerce et d'avoir à disposition une machine à écrire, une petite Hermès Baby, et que mon père avait aussi acquis un appareil, un duplicateur à encre, alors à taper des stencils. J'ai été un petit peu l'imprimeur des sociétés de Saillant, où j'ai imprimé les affiches pour les concerts, pour les lotos, pour les rapports annuels, pour les comptes. Le fakir, alors ça c'était... Alors le fakir est quand même nettement plus âgé que moi, donc c'est Camille Rossier pour nous les Saillonnais. Il faisait partie d'une famille qui a eu un des premiers tracteurs agricoles du Valais. Alors ma soeur, qui est à peu près du même âge que Camille Rossier, disait qu'il a eu un tracteur, c'était un tracteur de marque Vevey, que son père avait acheté pour labourer les champs. La plaine n'était encore pas complètement assainie, il y avait du boulot. Mais ce tracteur, il avait un défaut, une qualité, ça dépend si c'était pour Camille ou pas. Et il ne fonctionnait jamais la semaine quand il fallait travailler. Par contre, le samedi, le dimanche, pour mettre la remorque et partir avec les copains du village, on part au Grenat faire la fête, il marchait toujours. Hein. Mais ça, c'est l'image qui me restait du fakir Ali Ben Camélia. Après, il a commencé à manger les parties à Genève, il a commencé à manger des lames de rasoir, il a fait des exploits en tant que fakir, puis il a pris le nom de fakir Ali Ben Camélia. Mais alors on n'entendait plus parler. Ce qu'on entendait, c'était qu'il avait réussi, puis qu'il faisait de l'argent et tout. Et puis, moi je pense qu'il avait 12-13 ans. Oui, ça devenait, ça c'est exact, autour de 1955. Il revenait tous les X mois à Saillant, 2-3 mois. Alors je me rappelle toujours, il venait toujours des énormes voitures américaines, jamais la même. Hein. Je me rappelle Studebaker, les voitures à l'époque, la marque, c'était des voitures immenses. Puis il avait chaque fois, comme on disait à l'époque, une belle plante avec lui, une femme. Et puis il venait un peu faire la foire avec justement, de nouveau, Alfred Chezot, Robert Chezot, toute une équipe de célibataires qui tournait autour. Et puis, je pense qu'il est provoqué. Et le premier souvenir que j'ai, c'est, parce que c'était dans mon quartier, ça se passait dans mon quartier, Robert Chezot avait un Carnotset, qui existe d'ailleurs toujours maintenant, qui se trouve dans le passage Courbet, actuellement. Et puis là, ils sont rentrés, j'étais avec plusieurs Saillonnais, je me rappelle, il y avait Armand Roduit, qui à l'époque était président de Saillant. Il y avait Robert Chezot, Alfred Chezot, et puis il y avait encore un autre, je m'en souviens plus. Et puis ils sont rentrés, alors avec Fakir Ali Ben Camélia, puis sa copine. Et puis, nous, la télévision n'était pas arrivée à Saillant. Toutes les soirées, avec l'équipe de jeunes dans le quartier, on écoutait qu'est-ce qui se passait, puis on rôdait toujours ensemble. Et puis on a entendu que il faisait la fête, il chantait dans le caveau à Robert Chezot. Et tout à coup, le ton est monté. Et nous, on était dans la ruelle,
pour un peu voir ce qui se passait, mais en fait la porte elle était fermée. Lorsque on a entendu tout à coup un bruit, une écarpée, et on a vu quelqu'un qui est sorti du carnot de scène, mais alors à toute vitesse. Et moi je me rappelle toujours, on était les deux avec, d'ailleurs je ne sais plus si c'était, je pense que c'était Marco Viamont qui était avec moi, qui avait le même âge que moi, là, qui habitait le quartier. Tout à coup, moi j'ai entendu et j'ai regardé la baïonnette que le fakir il introduisait dans son estomac, s'est planté contre une remise, on appelait une remise à Eugène Roduit, qui était exactement où c'est qu'il y a une place de voiture là maintenant, un peu devant le créneau gourmand là. La baïonnette. Oh. Et celui qui courait devant, il a juste pu faire le contour, et la baïonnette, elle n'a pas fait le virage, elle a filé directement planté là contre. Et je m'appelle toujours la baïonnette, elle a branlé en moi. Oh, mais ici, il risque d'avoir. Après, il y a eu tout un tumulte, le fakir, il a gueulé, il a fait le fou, il a embarqué sa belle plante avec lui. Et puis, après, on n'a plus entendu un ton, mais l'affaire de la baïonnette, là, ça m'est resté. Après, venait se greffer les fameux nettoyages qui étaient, on peut dire, c'est quand même lié aux gadous, aux poubelles. Bon, premièrement, il n'y avait rien. Donc les poubelles, si on prend les poubelles, moi j'ai le souvenir en étant gamin là, au quartier du C, tout ce qui était poubelles, je dirais, domestiques. Les gens, ils sortaient de la maison avec les bidons, ils en sortaient vers le C, ils basculaient sur le mur, et c'était tout dans les ormeaux démocatés, côté là. Partout ailleurs où c'est qu'il y avait des ormeaux pour jeter, tout le monde foutait là-dedans. D'ailleurs, on était gamins, on allait s'amuser dedans, on trouvait tout là. Ça, c'est la partie des poubelles domestiques. Mais la commune organisait 2 fois par année un grand nettoyage. Alors, au printemps pour Pâques et au mois de novembre pour la Sainte-Catherine. Et là, le village était lavé avec les outils des pompiers, les grandes conduites, lavé propre, net, nickel, tout parti par les égouts, village nickel. Ça, c'est la première des choses. Mais la commune s'engageait à débarrasser. On faisait les journées de débarras. Ça veut dire, de toutes les maisons du village, les types, ils sortaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, ils entassaient devant la maison. Et puis la commune prenait en corvée communale, engageait 2 camions du village. Et les camions, il y en avait pour toute la journée. Ils faisaient 3 ou 4 voyages, il y avait des lits en fer, des lits en bois, tout. Ils foutaient tout, loin, et puis c'était liquidé. Le problème, c'est que quand on liquidait, on ne savait pas où aller mettre. Alors tout le monde mettait au bord du Rhône. Et puis nous, on a commencé à aller au bord du Rhône. Et puis après, on n'avait plus de place. Tout à coup, on n'a plus le droit d'être. On était, le grand dépôt était derrière Optisol, chez Adi du Rhône. D'ailleurs, on voit encore maintenant. Et puis là, ils ont à un moment donné, on ne savait plus où aller en 1964, quand j'étais à la commune. On ne savait plus où faire. On a décidé d'ouvrir un endroit pour mettre les gadous. Parce qu'entre-temps, il a été décidé de mettre en place l'évacuation des poubelles. Mais seulement, on ne savait pas où aller. Alors, la seule contrainte, c'était qu'il ne fallait pas que les poubelles ils entrent en contact avec la nappe phréatique, c'est tout. Alors, on a ouvert quelque chose avec le Trax à Huberture, là-bas dedans. Et puis, un peu du jour au lendemain, on a commencé par mettre 2 poubelles dans le village. La première poubelle contre la maison commune, puis la deuxième poubelle qui vient d'être changée maintenant, il faut croire qu'elles étaient au bon endroit, derrière la porte de fuite. Alors, mes grands-parents élevaient 3 cochons, un pour nous, un pour vendre et un pour le boucher qui venait faire le travail. Et devant la maison de mes grands-parents, on chauffait l'eau, ils sortaient les 3 gros cochons qui avaient engraissé tout au long de l'année, et les 3 cochons passaient à la casserole, comme on peut le dire, boudin, cinéma et tout ça. Le fumoir, on faisait les saucisses, le jambon et tout ça. Moi, j'assistais, je ne participais pas, j'avais 6-7 ans quand ça se faisait ça, et puis c'était la fin du bétail chez nous.
Je me souviens quand on avait la jument encore à la maison, après pour finir on n'avait plus de chevaux, on a eu le petit tracteur, la grilla, le petit tracteur, on avait la fosse en bois pour pomper le purin de la soude qu'on allait mettre dans les champs. C'est toutes des histoires de mémoire, choses auxquelles je n'ai pas participé. Et on a vécu la plantation du vignoble, toute la zone près du centre thermal, toutes ces vignes. Je me souviens quand c'était encore des prés. Ces prés ont été plantés en vigne en 1960. J'avais 8 ans quand a disparu le bétail. Le bétail a été remplacé par les vignes. Tout le cône de Salette, toute cette zone-là, c'était des prés. Il y avait un bis qui partait depuis vers les moulins, qui servait à alimenter en eau ces prés, bis qui a été abandonné depuis. Il y avait encore les barrières pour tirer l'eau et tout ça. Ça, c'est notre enfance, notre passé. Tous les Sayonnais étaient paysans, plus ou moins, plutôt plus que moins. Et puis avec l'évolution technique, sont arrivés les premiers tracteurs et s'est développée la culture, carottes, oignons, tomates, pour la commercialisation, alors qu'avant les gens n'avaient que le jardin pour eux. Et un soir, idée géniale, chez Daniel Raymond dans la grange, il y avait une vieille chargosse. La chargosse, c'était la grande luge qui servait à tirer le bois depuis le coteau. Alors un soir, on a été toute une équipe. On a tiré la chargosse jusqu'au chalet du Coucou. C'était quand même une sacrée trotte depuis le sommet du village de tirer cette chargosse qui devait faire en tout cas 80 kilos jusqu'au sommet depuis le sommet du village jusque là-haut. On a fait une descente. On n'a pas pu en faire deux. Parce que après on était tous sur la chargosse jusqu'au grand contour qui est au début du vignoble, le premier grand contour qui donne sur Champ-de-Brise. On a réussi à maîtriser. Arrivé là, foutu. On a tous dû sauter loin de la chargosse. Et la chargosse, elle se ramassait les talus. On est rentré discret, dépité. On n'en a jamais parlé. On est revenu à nos luges. Alors, les Caballeros, c'est une petite affaire de copains qui avait démarré en fin 66. Jacques Luisier, Raymond Luisier, Jean-Claude Dors, Jean-Louis Bollet de Saxo, chanteur, et Patrice Brochet. Et on avait sorti cet orchestre et on a été joué pour la première fois au Café de la Poste à Saillon. Notre premier bal-concert, Café de la Poste à Saillon. Rapidement, on s'est fait connaître. Nous avons une bonne notoriété. À l'époque, il n'y avait pas de disco. Et c'était parti pour les bals. Et durant des années, nous avons animé les soirées, soit de festivals, soit de fêtes de musique, ou même des sociétés de mycologues, de classes, et tout ça, organisaient des bals pour se faire leur fric. Et ça marchait. On assurait pratiquement 500 entrées chaque fois qu'on jouait. Le moins qu'on avait d'entrées quand on allait jouer, c'était à Saillon, parce que la salle était trop petite. Il n'y avait pas la place. On allait à Ried à l'Abeille, 800 entrées. On allait à Chamoson, 700 entrées. Et partout, c'était carton plein. Donc on avait un carnet de commandes et de réservations pour les bals qui était complet d'une année à l'autre. Et ça nous arrivait même des fois de jouer 5 voire 6 soirs de suite. Période de carnaval, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des fois le lundi, et parfois encore le mardi. Puis en ce temps-là, il faut dire les choses comme elles étaient. Il n'y avait pas d'AVS, il n'y avait pas de déclaration d'impôt. Tout ce qu'on encaissait, c'était pour notre pomme. Et on a joué plusieurs années, on a animé. C'était l'époque des Rockix, l'époque de Joe Perrier et l'époque des Caballeros. Il faut dire les choses comme elles sont. On faisait partie des orchestres qui attiraient les gens dans les bals. Alors le répertoire musical, c'était les chansons de l'époque, c'était les hits. Une de mes chansons préférées, là, c'était les chansons de Jodassin, Siffler sur la colline. C'était Le petit pain au chocolat. C'était quelques petits slows. Il y avait Moonlight. Il y avait quelques tangos. J'adorais le tango, mais j'avais congé pendant les tangos.
Moi, je jouais du saxo et puis un petit peu de la flûte. Puis quand il y avait les tangos, j'avais congé. Souvent, Raymond prenait l'accordéon. Des fois jusqu'à 4 heures, des fois 5 heures. Ça nous arrivait plusieurs fois le dimanche matin d'aller déjeuner au buffet de la gare avant d'aller dormir, parce que quand on avait fini, ranger le matériel et tout, ben, bon, de toute façon, on mangeait un morceau. Hein. Ça, dans notre contrat, c'était clair qu'après le repas, un repas, on avait droit à un repas. Au début, le sandwich, ça marchait une ou deux fois, mais bon, il ne faut pas exagérer. Après, on avait droit à un repas. Mais on a eu des anecdotes assez rigolotes. Isérables, on allait jouer à Isérables. Télé pour nous. Le gars du télé, il restait toute la soirée jusqu'à la fin. Il nous donne un coup de main pour amener le matériel au téléphérique et il mettait en route le télé pour nous. Au milieu de la nuit, on descendait l'Isérable en télé. Faut le faire. Ah, c'était comme ça. C'est vrai que c'était rigolo, ce téléphérique à 4 heures du matin.